Bonsoir amis auditeurs de Radio Courtoisie, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau libre journal des débats, dirigé ce soir par Charles de Meyer. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Patrick Buisson, qu'on ne présente pas sur les antennes de Radio Courtoisie, mais dont on rappelle le titre de l'ouvrage, La cause du peuple, aux éditions Perrin. Les éditions Perrin, vous le savez, sont des amis de ce libre journal des débats, nous les recevons très régulièrement, souvent sur d'autres sujets, mais c'est tout à leur honneur, je trouve, d'avoir réalisé ce travail d'édition pour Patrick Buisson. Merci beaucoup d'être présent parmi nous ce soir. Merci de me recevoir et bonsoir à vous. Pour m'accompagner, pour m'assister au cours de cette émission, Jean Masson. Vous êtes journaliste indépendant, Jean, et merci d'être parmi nous. Merci. Et Léon Monin, qui est bien connu des auditeurs du libre journal des débats. Traditionnellement, je vous donne quelques nouvelles d'SOS Chrétien d'Orient. L'émission risquant d'être riche, je limite simplement à 2 informations qui me paraissent cruciales pour ceux qui suivent notre actualité la plus immédiate. Nous avons confirmation que quelques soldats sont entrés dans Mossoul. Cependant, ce sont des troupes qui sont là comme éclaireurs et pas comme combattants directs. C'est une bataille qui sera longue, avec, et on posera le jugement qu'on veut sur la question, le fait que les bombardements commencent à devenir intensifs dans cette ville et que donc les procédures militaires s'accélérera. Quant à la question de la ville d'Alep, vous savez que nous intervenons immédiatement, au quotidien. La ville d'Alep commence à voir le bout du tunnel, puisque d'après ce que j'ai entendu en Syrie il y a 2 semaines, la libération risque d'arriver dans les mois à venir, ce qui demande toutes vos prières et toute votre attention, puisque combien même on soit partisan de ces conflits, ça veut dire que des dizaines et des centaines de personnes meurent chaque jour dans ces villes. Pour passer du coq à l'âne et réduire cette chronique habituelle, en manière d'introduction, Patrick Buisson, nous tenions d'abord à vous dire que c'était un honneur de vous accueillir dans ce libre journal des débats, et paradoxalement, cette venue est associée pour nous au Proche-Orient. Ce qui aura au moins le mérite de vous divertir des colibés pathétiques qui accablent les sujets et autres développements erratiques dont vous avez à supporter l'écho sur vos pouvoirs notamment, réputés surnaturels. J'ai appris que nous aurions l'occasion de débattre de la cause du peuple dans la ville de Saadad. La ville de Saadad, elle a un triple tort. Elle est exclusivement chrétienne, elle est hautement défendue par sa milice locale et unanimement exclue du champ d'intervention français. Je n'ai pas manqué de me demander quelle serait notre position géopolitique, je parle là de la position de la France, si au lieu des invertébrés politiques que nous subissons, quelques lecteurs de Kiel et Tanger étaient parmi nos dirigeants. J'ai parcouru vos pages la semaine passée sur les routes de la Beka. Et la Beka, elle est un peu une sorte de cristallisation, une mine de Salzbourg à elle toute seule, des paradoxes du monde libéral-libertaire que vous dénoncez dans cet ouvrage. Nous y voyons des soldats de troupes cosmopolites, protégés de jeunes Suédoises tentant d'enseigner aux familles et aux mères de familles nombreuses afin de sortir leurs enfants de la dépendance au Captagon. Captagon qui est une drogue de synthèse, lui-même fourni par les pays d'origine des mêmes soldats et des mêmes Suédoises à ceux dont les rejetons affrontent les troupes françaises et chrétiennes. Vous voyez la difficulté du pays et à quel point ça devient inextricable dans ce monde dont la simplicité libérale-libertaire devait pourtant nous permettre d'échapper. J'y vois une unité paradoxale avec votre ouvrage et je me permets, ce qui ne se fait pas d'habitude en introduction, de citer votre épilogue. La réponse ne relève pas de la politique ordinaire, de la politique bassement politicienne, mais d'une réforme intellectuelle et morale qui finira par surgir du fond de notre désarroi. Il ne suffit pas de refaire l'État, il faut refaire la France. Et dans ces 2 pays-là, hors de notre champ, hors de notre quotidien, nous voyons des communautés chrétiennes orientales nous demander une chose principalement, c'est de refaire la France de manière à ce qu'elle soit digne de ses engagements. Alors au-delà de cette introduction que j'ai voulu personnelle, ma première question, Patrick Buisson, elle a pour titre un des recueils de chroniques de Léon Daudet qui s'appelait Les idées en armes. Les idées en armes, c'était un recueil d'articles qui analysaient la montée de l'idéalisme, la montée de ses conséquences sur la pensée française, et en même temps le fait de proposer une réforme intellectuelle et morale que vous appelez de vos voeux pour faire face à elle. Est-ce que vous êtes
est-ce que vous avez été, en écrivant La cause du peuple, un petit peu dans cette optique-là? Oui. Comment vous dire quel a été le ressort à la fois de mon action, de ma pensée, au cours de ces dernières années? Je pars quand même de ce qui a été l'événement majeur de ma génération, c'est-à-dire mai 68. Il était de bon ton à une certaine époque de considérer mai 68 comme un grand bonhomme étudiant, plutôt sympathique, qui avait certes mis en difficulté le général de Gaulle, mais qui s'était somme toute bien terminé par des élections renvoyant une majorité de droite écrasante à l'Assemblée nationale. Peu de gens, personne à vrai dire, n'a vu sur le moment que mai 68 c'était vraiment ce qu'on peut appeler la deuxième révolution française. Une vraie rupture anthropologique, la fracture entre le monde ancien, avec ses valeurs, avec ses repères, et quelque chose de neuf qu'on avait du mal à définir, mais qui allait apparaître au fil des années comme l'affirmation de ce qu'on a appelé la société du désir, la tyrannie du désir, le processus d'individuation, la fin d'une certaine forme de holisme, l'affirmation de l'individu face à la société, et en même temps, la fin du patriarcat. C'est un des slogans peut-être pas les plus populaires, mais les plus significatifs de mai 68, « Papa pue ». Et l'affiche représentant De Gaulle, avec cette légende, la Chanly, c'est lui. Mai 68 procède à la mort du père, à la mise à mort du père, des valeurs patriarcales. Un an après la loi Neuwirth. La loi Neuwirth adoptée sous le gouvernement présidé par le général de Gaulle, tant Yvonne étant à l'Élysée, c'est une évolution sociétale majeure, faite par un chef d'État réputé catholique pratiquant. Un an Rappelons après, que la loi Neuwirth, c'est la loi sur la contraception. Voilà. C'est la loi qui autorise la contraception en France et qui participe, on le sait, de toute une campagne. Un historien a raconté tout cela, c'est Pierre Chaunu. Comment l'industrie pharmaceutique américaine avait décidé de mettre des millions de dollars dans la recherche pour utiliser la contraception d'abord comme arme de régulation de la population des pays du tiers-monde, et puis parce que considérait que c'est sans doute une avancée sociétale majeure. Donc un an après, la concomitance est troublante. Mai 68, en fait, commence avec la loi Neuwirth, c'est-à-dire l'affirmation de la suprématie du corps individuel sur le corps collectif, de l'individu sur le groupe, sur la société. On était dans une société, cette société patriarcale, avec ses travers, ses abus, ses excès, où le corps collectif, c'est-à-dire l'État, la nation, avait le droit de convoquer et de requérir les corps individuels. Ça s'appelle la conscription. Alors, on peut être pour, on peut être contre. Considérer que la monarchie, par exemple, n'avait pas asservi les Français à cet impôt du sang, et que la République a jugé bon de le faire, en échange d'un bulletin de vote. On peut penser que le troc était plutôt désavantageux, en tout cas pour ceux qui mouraient sur le champ de bataille, mais enfin, c'était comme ça. Toute la thèse de Jean de Vigry sur l'exploitation par la conscription. C'était comme ça, et le pouvoir de l'État allait jusqu'à, effectivement, requérir les corps pour les amener même à la mort. Alors, il y avait la peine de mort, et il y avait le service militaire. Eh bien, cette société-là est remise en cause profondément par la rupture de mai 1968 et par la destitution de la forme de légitimité supérieure qu'était l'autorité venue d'en haut, de Dieu ou du Père. Et d'ailleurs, les féministes ont bien compris quelle était la nature de l'enjeu, puisqu'ils pensaient que la religion, notamment la religion chrétienne, privilégiait la figure du Père et que derrière toutes les formes de tyrannie, d'oppression, d'aliénation, d'hétéronomie procédaient de cette société. Tout ça, évidemment, personne ne théorise sur le moment. Il faudra des années pour
enfin en tout cas quelques mois déjà, pour prendre conscience de cette première rupture. Une autre se produit, fondamentale, c'est la rupture entre la gauche et le peuple, la fracture entre la gauche et le peuple. Elle est symbolisée par l'impossible jonction entre les enragés, comme on les appelait à l'époque, c'est-à-dire le mouvement de mai 68 emmené par Cohn-Bendit, Guesmar et Sauvageau, et le monde ouvrier, le cortège qui se forme pour aller rejoindre l'usine Flin à Renault est très mal accueilli, et dans des conditions où on voit bien d'ailleurs que les ouvriers cégétistes qui sont en face regardent ces enfants de la bourgeoisie, car ce sont les enfants de la bourgeoisie. J'étais à Nanterre en 1967, nous avons créé une corpolette avec Didier Gallo, Pierre Bello, il y avait des gens comme Alain Sanders, Bruno Gollnisch, et nous avons été les premiers et les seuls à tenter de résister au mouvement du 22 mars. Et c'est même d'ailleurs sur la plainte d'un de nos militants qui avait été tabassé par les enragés que Cohn-Bendit est interpellé. Les événements commencent comme cela à Nanterre. Donc nous sommes aux premières loges. Et nous voyons tout ça se dérouler. Nous savons quelle est la sociologie de Nanterre. C'est le 8e arrondissement de Paris, le 17e, le 16e, Neuilly, Courbevoie, les beaux quartiers. Or, pour revenir à notre propos, les ouvriers cégétistes qui voient arriver ces jeunes étudiants les regardent comme on regarde finalement ce que Marx appelait des ennemis de classe. Hein, mais là, on a la démonstration, j'allais dire, in vivo d'une autre partie de l'analyse marxiste, à savoir que la vraie classe révolutionnaire, c'est pas le prolétariat, c'est pas l'ouvrier cégétiste, c'est la bourgeoisie. Et cette analyse, elle repose bien sûr sur une bonne connaissance du mécanisme de la Révolution française, mais aussi de tout le mouvement né des Lumières et qui va porter, finalement, pendant 2 siècles, la remise en cause de cet ordre ancien, c'est-à-dire de la vieille civilisation chrétienne fondée sur, effectivement, ce pouvoir patriarcal. Alors tout ça se produit dans un foisonnement de symboles, de signes, avec une sémiologie un peu complexe que nous ne savons pas décrypter. On sent bien confusément ce qui est en jeu. La remise en cause qui paraît d'une certaine manière tout à fait positive par les enragés de la société de consommation. Sauf qu'ils servent de brise-glace. C'est-à-dire que ce sont eux qui, en prônant, accélérant la rupture de tous les liens sociaux, de toutes les appartenances aux communautés naturelles, famille, village, communauté, métier, syndicat, vont précipiter l'atomisation de la société, c'est-à-dire ce grand mouvement qui va permettre justement à l'économie de marché et à la société de marché de s'installer. Pourtant, paradoxalement, la revendication, c'est une revendication de contestation de ce qui apparaît comme le nouveau mode de production et de consommation. Ce que nous ne voyons pas, mais ce que nous pressentons, et qui est fondamental, et que Pasolini décrira formidablement dès le début des années 70 en Italie, c'est que ce nouveau mode de production ne produit pas que de la marchandise, il produit aussi une nouvelle humanité, c'est-à-dire des nouveaux types de comportements. Et si vous le voulez, mais peut-être avez-vous des questions à me poser. Si vous l'acceptez une seconde avant la prolongation. Plusieurs éléments dans ce que vous dites. Vous posez que mai 68 est une deuxième révolution française. On sait qu'une des grandes thèses de la révolution française, c'est qu'elle met en œuvre la logique des 2 France. Est-ce que pour vous, après mai 68, on est sur un renforcement de cette logique des 2 France ou alors une évolution, puisque vous le décrivez fort bien, on est dans un affrontement de la bourgeoisie et de la classe prolétaire à ce moment-là. Une petite réflexion sur, et c'est très présent dans La cause du peuple, je rappelle votre ouvrage, sur la réflexion sur le corps, souvent, et puis ça prend ses conséquences chez Nicolas Sarkozy. Il y a un ouvrage dont vous avez peut-être entendu parler, qui est sorti récemment, de Béatrix Pau sur la mobilisation des corps pendant la Première Guerre mondiale, et qui faisait part de ce que vous disiez, la conscription, c'est-à-dire l'acceptation de donner son corps. Aujourd'hui, vous avez parlé aussi de la construction d'une nouvelle humanité. Jusque-là, on pouvait donner son corps, celui de ses enfants, celui de sa famille, pour la nation. Aujourd'hui, par une sorte de néo-barbarisme marchand, on propose de le donner dans une forme extrême, dans le salariat, voire dans la GPA. Est-ce que pour vous... De le donner ou plutôt de le vendre? De le vendre, oui, pardon. Oui, tout à fait. Mes excuses. Est-ce que pour vous, ce n'est pas constitutif
jusqu'à une redéfinition de ce qu'est un peuple, de vouloir arriver à cette nouvelle forme d'humanité. Alors, vaste question qui mériterait des développements dans plusieurs directions. D'abord, effectivement, sur l'usage qui est fait du corps. L'usage qui était fait du corps dans la société ancienne, c'était effectivement la capacité de donner à la collectivité de s'emparer des corps individuels et de leur demander ce sacrifice. Aujourd'hui, dans la société marchande, le corps devient un bien que l'on va marchandiser, mais que l'on va aussi produire, puisque toutes les nouvelles technologies, les trafics d'organes, les recherches dans le domaine médical vont dans ce sens, c'est-à-dire produire de l'humain artificiellement. Donc on passe d'une société où le corps pouvait faire l'objet d'un don et d'un sacrifice et était dans l'ordre de la gratuité, à une société où le corps devient un produit marchand. C'est une logique d'ailleurs qui recoupe tout à fait ce qu'est, et là on en revient à mai 68, l'esprit de ce que j'appellerais ce qu'on peut appeler les deux capitalismes. Et vous allez voir que les choses se recoupent en profondeur. Mai 68, je disais, était une rupture de la contestation de la société de consommation à l'accélération du processus de mise en place d'une économie et d'une société de marché. L'esprit 68 va jouer un rôle dans ce processus, un rôle majeur. Lequel ? Là, on en revient justement à cette évolution de l'usage qui est fait du corps et de sa valeur ou de sa non-valeur ou de sa gratuité. Le premier capitalisme est, selon la thèse de Weber, qui met à jour ce qu'il appelle l'éthique protestante, en gros chrétienne du capitalisme, est un capitalisme qui, dans une synergie absolument confondante, c'est-à-dire admirable, fait entrer en résonance la sphère temporelle et la sphère spirituelle. L'investissement, c'est-à-dire le facteur principal de la croissance, c'est la transposition de la sphère du spirituel au temporel du principe de la satisfaction différée. On accepte de placer son argent sans en tirer un profit immédiat en se disant qu'il portera ses fruits pour les générations futures. C'est-à-dire que le capitalisme originel se fonde sur une intuition chrétienne et un schéma chrétien, qui est celui de, justement, de l'investissement dans l'au-delà, dans l'après-moi, dans une autre vie. La vie terrestre étant considérée comme une épreuve, ou en tout cas un parcours, le fait de surmonter son désir, d'investir, c'est-à-dire de placer son espérance dans un au-delà, c'est un schéma chrétien. C'est celui qui préside au premier capitalisme entrepreneurial, avec responsabilité et prise de risque. Il privilégie le temps long, le long terme. Il écarte la satisfaction immédiate, c'est-à-dire l'accomplissement du désir hic et nunc, ici et maintenant. Et en cela, il est le moteur de la croissance. Tout cela a été parfaitement montré. Je faisais référence à mon maître Pierre Chaunu dans les ouvrages de Pierre Chaunu. Et donc, on est sur un fond anthropologique qui est un fond chrétien. C'est qu'en fait, ce qui va faire le succès de ce capitalisme protestant, parce que c'est vrai qu'il naît en Allemagne, c'est la Ligue hanséatique, il naît aussi en Italie à la même époque. Ce qui fait le succès de ce capitalisme, c'est la mobilisation d'une anthropologie chrétienne. Le sacrifice du moment au plus long terme. C'est-à-dire le refus de la tyrannie, du désir, de l'immédiat. On est capable d'investir, de différer son plaisir. Et donc il fait appel à un fond humain qui ne lui est pas propre, qui est antérieur à son existence. Le capitalisme financier que nous connaissons aujourd'hui.
Eh bien lui, au contraire, il privilégie la pulsion, l'impulsion, la satisfaction immédiate, le rendement, la profitabilité dans l'année. Les fonds de pension américains exigeaient du 15% de rentabilité annuelle, à la différence du capitalisme entrepreneurial. Donc il participe d'un schéma anthropologique totalement différent. Il fait appel à un imaginaire et à un type de comportement humain qui renvoie tout à fait à tout ce que porte mai 68. Et d'ailleurs, il y a une cohérence entre l'arrivée au pouvoir de ces générations, qui sont les générations 68 ou post-68 et l'évolution du capitalisme vers ce mode de fonctionnement qui fait appel à une anthropologie qui n'est plus une anthropologie chrétienne. Là est aussi, je pense, l'une des plus grandes ruptures auxquelles nous avons assisté depuis 50 ans. Et qui prend tout à fait sa source dans cette revendication permanente qui est celle d'une certaine bourgeoisie portée par la philosophie des Lumières. Alors cette philosophie des Lumières, elle est importante pour comprendre la manière dont nos institutions ont cherché à rebâtir une anthropologie diverse, adverse. Pourquoi est-ce qu'on peut dire pour vous que mai 68 marque un tournant alors que d'aucuns considéraient qu'à partir du moment où on a cherché à accaparer, au moment où l'État a cherché à s'accaparer les enfants, à faire du progrès une nouvelle religion, on propose une religion civile avec tous les excès dont on connaît les images entre et selon Philippe Pichot-Bravard, dès 1789 jusqu'à 95-96 pour les dernières exactions violentes, est-ce que finalement on n'en est pas dans une meilleure intelligence du message fondamental de la Révolution française qui va se cristalliser en mai 68, ou pour vous il y a vraiment un tournant et un changement d'acceptation de cette révolution du progrès? Non, je pense qu'il y a une parfaite continuité entre la première Révolution française, donc, et puis mai 68, que tout ça est le prolongement de la philosophie des Lumières, c'est-à-dire l'affirmation d'une autonomie de l'individu supérieure ou prétendument telle à ce qu'était ce qu'ils appelaient les aliénations, les archaïsmes du passé, qu'étaient la religion et même l'attachement à la patrie. La Révolution ne va pas s'en défaire, au contraire, elle va mettre en avant la notion de patrie jusqu'à les évolutions que nous connaissons aujourd'hui, mais plus significativement. Je vois aujourd'hui, par exemple, la question qui est le plus souvent posée par les gens de droite, quelques familles qu'ils appartiennent. C'est de dire, mais vous faites une analyse ou un diagnostic de la situation peut-être très pointu, peut-être très précis, mais extrêmement déprimant finalement, parce que vous nous expliquez que les mouvements qui s'accomplissent aujourd'hui sont des mouvements en profondeur. Ce qu'on voit depuis, et on en reparlera à propos de mon expérience auprès de l'ancien président de la République, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, ce sont les prémices d'une rupture. D'une autre rupture, qui cette fois-ci va dans le bon sens. Je veux dire que, autant vous connaissez la thèse de Thibaudet, Alfred Thibaudet, qui au début du siècle dernier avait théorisé ce qu'il appelait le sinistrisme, c'est-à-dire ce mouvement qui poussait, sous la pression de la gauche, poussait chaque ancienne formation un peu plus vers la droite, qui a fait par exemple que l'apparition des mouvements d'extrême gauche a décalé les SFIO, qui a décalé le Parti radical. Le Parti radical né à gauche, même l'extrême gauche, finit au centre gauche sous la Troisième République. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement une pression idéologique venant de la gauche pendant un siècle qui était très forte et qui était issue effectivement du mouvement des Lumières et de la Révolution française. Ce qui se passe depuis une quinzaine d'années montre une rupture totale avec ce mouvement, à tel point qu'on a pu parler d'extrisme. Moi, j'étais moi-même souvent accusé de cette analyse qui mettait en valeur la droitisation. Le mot droitisation est un peu réducteur, mais il dit quand même bien ce qu'il veut dire.
de la société française, mais pas simplement de la société française. Je veux dire, ce qui est en train de se passer, c'est que la pression idéologique qui venait de la gauche depuis presque 2 siècles a cessé. Et qu'elle vient maintenant d'autres forces, qu'elles soient populistes ou que ce soit les mouvements conservateurs. Partout dans les pays développés, on assiste à un mouvement comparable. Pourquoi ? Parce que les nouvelles thématiques émergentes favorisent cette pensée, cette école de pensée, ces familles de pensée, au détriment de ce qu'était jadis, la force motrice qui clivait la vie politique et faisait le ressort électoral de la gauche. La gauche marchait sur 2 jambes, le mythe du progrès et celui de l'égalité. Le mythe du progrès est aujourd'hui altéré, pour ne pas dire discrédité. On croit au progrès technique, on croit au progrès technologique, puis personne ne croit au progrès social et quant au progrès moral. Le XXe siècle, avec ses charniers, ses génocides, nous a appris finalement que les guerres de religion n'étaient que des escarmouches en regard de la guerre des sans-dieux et des athées qui a battu tous les records en matière d'hécatombe. Pour en revenir donc à mon propos initial, le progrès, aujourd'hui, n'est plus ce mythe fondateur, ce mythe rassembleur dont la gauche avait fait un ressort électoral dans la mesure où le sentiment dominant est celui du déclin. Quand vous interrogez les Français, les 3/4 vous disent que la génération qui vient vivra moins bien que celle de leurs parents. L'autre mythe qui faisait la force de la gauche, c'est celui de l'égalité. La social-démocratie était fondée sur une politique de redistribution. Redistribution qui a fonctionné pendant la période de croissance où il y avait de l'argent public à redistribuer. N'importe quel Français se réjouit que non seulement qu'il y a de moins en moins d'argent public, que l'endettement de l'État est considérable, et que par conséquent cet outil de régulation, qui était en même temps la ronde sociale, un formidable argument électoral, n'est plus dans le débat politique. Les thématiques émergentes, c'est quoi aujourd'hui ? Souveraineté versus identité. Libre-échange ou protectionnisme. Identité ou diversité. Souveraineté ou gouvernance. Religion séculière ou retour du fait religieux. Sur tous ces clivages, la gauche ne porte plus de message suffisamment fort et original pour mobiliser le corps électoral. Donc on a bien, depuis une quinzaine d'années, une rupture qui est en train de se produire, mais qui inverse le mouvement amorcé par les Lumières au XVIIIe siècle. Et juste pour terminer sur ce point, à nos amis qui nous disent « mais effectivement, tout ça est long, ce sont des éléments certes positifs qui nous laissent espérer, mais dans combien de temps ?» Et c'est extraordinaire parce que nous ne voyons que les prémices de ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire ce mouvement de fond. Et nous voudrions que les résultats soient immédiats. Quand on regarde le processus historique, à droite, on privilégie le temps long de l'histoire. On essaye de prendre un peu de surplomb, un peu de hauteur. Quand on voit ce que le processus historique de la Révolution française a mis comme temps pour accomplir toute sa promesse. Mais il a fallu 2 siècles, parce que ce que je vous disais tout à l'heure à propos du patriarcat, vous connaissez tous la phrase de Balzac à propos de l'exécution du roi. En coupant la tête de Louis XVI, on a coupé la tête de tous les pères de famille, dit Balzac. Eh bien, pour que la loi, en France, acte la fin de l'idée de chef de famille, c'est-à-dire l'autorité exclusive du pater familias, il faudra attendre 1971, c'est-à-dire presque 2 siècles après la Révolution française. C'est sous Pompidou que cette loi est votée, qui instaure l'autorité parentale conjointe et qui met fin à la notion de chef de famille qui était réservée aux hommes. Et vous voudriez que ce que nous sentons aujourd'hui comme prémisse d'un changement, d'un basculement dans le rapport de force idéologique au niveau mondial, produise ses effets dans les 2 ans, dans les 5 ans, et pourquoi pas pour l'élection présidentielle d'avril 2017. Alors, un peu de sérieux, un peu de recul. Nous voudrions et nous attendons toujours des solutions à l'échelle de nos vies humaines. Ça ne se passe pas comme ça. Oui, puisque Jean Masson. Pour reprendre
l'argumentation de vos amis. Quand on lit votre livre, on n'a pas l'impression que ce mouvement de droitisation, justement, voilà, les élites qui nous gouvernent ont renoncé au mythe du progrès, etc. Ils y sont toujours. Ils y sont toujours, mais les Français n'y sont plus. Voilà. Et puis, ce ne sont plus des ressorts électoraux. Vous voyez, par exemple, prenez le mythe de l'égalité. Moi, je ne crois absolument pas à l'économie comme ressort du vote. Mais ce n'est pas que j'y crois pas, c'est que je pense que quand on regarde tous les grands scrutins depuis 30 ans, 40 ans en Europe, on comprend que l'économie est un facteur important dans la vie des gens, le pouvoir d'achat, le chômage, l'emploi, certes, mais que ce n'est pas le ressort du vote. Ce sont les mythes politiques qui font l'élection, qui font les comportements électoraux. C'est-à-dire que ceux qui votent sont capables d'un minimum de transcendance. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de transcendance collective. Les gens se disent, ils regardent au-delà de leur intérêt immédiat. Je prends toujours comme exemple, parce qu'il est le plus frappant, et le premier concerné ne l'a pas compris, Nicolas Sarkozy, en 2012, s'est présenté comme le candidat du nucléaire. Il est allé à Fessenheim, et face à Hollande qui annonçait la fermeture de Fessenheim, il est apparu comme l'homme qui défendait l'industrie nucléaire en France. Bon. Quand vous regardez les résultats dans les 22 cantons où sont implantées les centrales nucléaires en France, où l'emploi dépend à 100% du nucléaire, les emplois directs, mais aussi indirects, parce que tous les commerçants, tous les emplois de prestation de services sont liés à l'activité centrale nucléaire. Eh bien, Nicolas Sarkozy a plus reculé en moyenne dans ces cantons qu'il ne l'a fait au plan national. Alors, elle a expliqué après que l'emploi, le pouvoir d'achat sont les ressorts du vote. Non, pour la gauche, le mythe de l'égalité a été le ressort révolutionnaire le plus efficace, le plus performant. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la crise de la gauche? C'est que, globalement, les Français, pas simplement les Français dans les pays occidentaux, on ne croit plus au progrès. La promesse de la démocratie, c'était l'égalité politique. On pourra en parler longuement tout à l'heure sur ce que j'appelle les dérives de la post-démocratie. Elle n'est pas tenue, elle est de moins en moins tenue. Quand la promesse de l'égalité sociale, tout le monde se rend compte qu'elle s'éloigne jour après jour. D'ailleurs, les inégalités, sous l'effet du capitalisme financier et de la mondialisation, n'ont fait que se creuser. Christophe Guilly le montre très bien dans son crépuscule de la France d'en haut. Nous le savons. Et ce ne sont pas toujours les gouvernements de droite qui ont accompagné ou accéléré ce processus. Eh bien, la gauche a perdu le bénéfice électoral de l'idée d'égalité qu'elle portait. Elle l'a perdu en France très précisément à cause de quoi? À cause du sentiment qu'ont eu les populations que la gauche comme la droite, d'ailleurs, à travers la politique de la ville, menait une politique de préférence immigrée. Que l'argent public qui restait disponible faisait l'objet d'une redistribution préférentielle à destination des populations immigrées. Et tous les travaux des sociologues et des géographes le montrent bien, cet argent public allait de préférence dans les quartiers, dans la politique de la ville, alors qu'au contraire, les zones de vraie pauvreté, la France rurale, ou la France du périurbain ou du semi-urbain, elle était, surtout la France rurale, totalement oubliée. Des départements comme l'Ardèche, la Creuse sont sous-consommateurs de RSA. C'est pas dans la culture paysanne de demander le RSA, quand bien même y aurait-il droit. Donc, la prise de conscience, moi je ne plaide pas forcément pour une politique de préférence nationale, je plaide, et on pourra revenir d'ailleurs sur ce sujet, j'ai tenté vainement de le faire avancer cette idée auprès de Nicolas Sarkozy, pour une rupture avec la préférence immigrée. La politique de la ville prend comme critère le quartier. Moi, j'avais proposé au président de la République de l'époque de changer de critère d'attribution et de prendre le critère du revenu, ce dont lui d'ailleurs se sert pour ce qu'il appelle l'indice de fragilité. Le critère du revenu est indiscutable. À partir du moment où on prend ce critère, on intègre effectivement des petites villes moyennes ou du monde rural qui étaient exclus de la politique de la ville dans la distribution de la manne publique. On n'est plus sur une politique qui consiste à déverser l'essentiel de l'argent public dans ces zones, dans ces quartiers, qui ne sont plus que des zones de transit, où dès que les immigrés commencent à s'intégrer, ils les quittent au bénéfice d'une nouvelle population d'immigrés arrivante. Eh bien, c'est à ce moment-là que la rupture qui aurait dû être faite dans la logique de la campagne de 2007 n'a pas été faite, à savoir que Nicolas Sarkozy a nommé Fadela Amara à la tête du ministère de la Ville,
secrétaire d'État chargé de la politique de la ville. C'est l'époque de l'arrivée de Carla Bruni. Et la droite reconduit, comme elle l'a toujours fait, la politique de la gauche en matière de distribution de l'argent public. C'est-à-dire fait le choix d'une injustice évidente qui va amener une remise en cause de l'État-providence par ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire ceux qui seraient justiciables ou rentreraient dans les critères d'attribution d'une aide publique et n'en bénéficient pas parce que l'aide est entièrement concentrée sur cette politique de la ville dans les quartiers. Et cette remise en cause de la légitimité même de l'État-providence, elle émane des plus pauvres, en tout cas des plus fragilisés, c'est-à-dire ces catégories populaires de ce qu'on appelle la France périphérique. Or, cette prise de conscience, elle est maintenant ancienne, elle remonte à une vingtaine d'années, explique le succès du Front National. En tout cas, dans une bonne moitié de la France, c'est-à-dire la France du nord et de l'est, et des friches industrielles, le vote Front National au sud, dans le midi, c'est autre chose. C'est un vote de surdroite, c'est un vote de droite radicalisé. Partout ailleurs, c'est pour l'essentiel ce qu'on appelle le gaucho-le pénisme, ce sont les électeurs qui viennent du Parti socialiste ou du Parti communiste et qui reprochent à la gauche d'avoir rompu cette promesse d'égalité dans la redistribution qu'elle portait depuis 2 siècles. Vous voyez, c'est fondamental dans les comportements électoraux, c'est tellement fondamental que ça explique justement ce mouvement de transfert d'un vote de gauche vers le Front National dans un bon tiers du pays. Léon Monin. Simplement pour revenir sur le mythe du progrès et pour continuer ce que disait Jean, en soi il y a aussi un transfert de ce mythe du progrès comme ressort du vote, même s'il est plus socialiste, aujourd'hui il est capitaliste. Il est utilisé un petit peu par les capitalistes justement financiers. Oui, mais je veux dire, il y a l'un des éléments essentiels de ces dernières années. C'est la prise de conscience à droite de ce que Jean-Claude Michéa appelle l'unité philosophique du libéralisme. C'est-à-dire l'impossibilité de dissocier le libéralisme économique du libéralisme sociétal ou culturel. C'est la même approche qui considère finalement, c'est une approche matérialiste, mais le socialisme et le capitalisme sont deux hypostases du matérialisme. Cette prise de conscience, elle est relativement récente. On a vu d'ailleurs, moi c'est ce qui m'a frappé, je le dis dans le livre, dans la manif pour tous. Ça aurait pu être, après tout, un défilé de la France catho, des sorties de messe qu'on connaît, avec ses vertus, ses qualités, mais qui renvoie à une image, j'allais dire, qui ne prend pas en compte la totalité du problème. On aurait pu, pour les raisons spirituelles et philosophiques, rejeter le mariage pour tous. Le rejet était beaucoup plus fondamental que ça, et c'était un rejet effectivement de la société marchande, et donc du libéralisme. Et c'est ce qu'ont exprimé les veilleurs, et moi ce qui m'a frappé dans des mouvements comme Sens commun, c'est la rupture avec cette attitude qui longtemps a prévalu à droite, sous l'influence par exemple de Aron, et qui consistait à distinguer entre un bon libéralisme et un mauvais libéralisme, comme il y avait un bon et un mauvais cholestérol. Le bon libéralisme étant le libéralisme économique, le mauvais étant le libéralisme sociétal, politique et culturel. Alors, entendons-nous, moi je ne suis pas du tout un adversaire du capitalisme entrepreneurial. Mais le libéralisme, c'est autre chose. C'est une idéologie, c'est un fait social total. On ne peut pas le dissocier. Cette prise de conscience, elle est récente. Car, pour des raisons historiques, la droite s'est retrouvée du côté du libéralisme. L'explication vient de la guerre froide, l'ennemi prioritaire étant le communisme. Nous nous sommes retrouvés dans ce camp-là, avec une partie de cette bourgeoisie classe révolutionnaire dont je parlais tout à l'heure, qui, par détestation, rejet du marxisme, se trouvait
objectivement dans le camp des adversaires du communisme, mais pour des raisons différentes finalement de celles qui pouvaient y amener, qui ont amené l'école de pensée à laquelle je me rattache et à laquelle j'ai essayé d'être fidèle. Si vous voulez, dans ce livre, je récuse, mais je ne suis pas le premier à le faire, il y a eu les excellents travaux de Frédéric Bluch et de Stéphane Rial sur la question. La typologie de René Raymond, ce qui concerne le classement des droites françaises. La distinction qu'il convient de faire est celle classique, enfin classique non, elle ne l'était pas précisément, puisqu'on se fiait à la typologie de Raymond. Mais ce qu'ont apporté Bluch et Rial, c'est de dire, mais quand on regarde bien les choses, les trois droites dont on nous parle. Est-ce qu'on peut juste rappeler pour les auditeurs peut-être les trois droites? Alors, les trois droites de René Raymond, qu'il expose dans un livre qui s'appelle Les droites en France, paru en 1954, il distingue la droite orléaniste, la droite libérale, celle de la monarchie constitutionnelle, puis après qui prend diverses formes, la droite bonapartiste, liée à la pratique du pouvoir sous l'Empire, et y compris dans son dernier avatar, qui est le Second Empire et Napoléon III, la pratique référendaire, une sorte de césarisme, une démocratie plébiscitaire, et l'autre droite, la droite historique, la droite qu'il appelle contre-révolutionnaire, ou plutôt légitimiste. Voilà, c'est d'ailleurs son appellation, c'est légitimiste. Bien historiquement, la seule droite chimiquement pure, c'est la droite légitimiste. Les deux autres droites sont des droites de situation. C'est-à-dire, ce sont des cons qui sont trouvés à droite sans être pour autant de droite. Pour être à droite sans être de droite. Par exemple, M. Thiers, qui est classé, qui fait partie de la droite orléaniste, n'est pas un homme de droite. Historien conservateur. Ce sont des hommes qui viennent plutôt de la gauche, et que la dérive sinistriste dont nous parlions tout à l'heure va pousser vers la droite. Mais le fait d'être en situation d'occuper l'espace de la droite ne devrait pas ou n'aurait pas dû amener un historien à les classer à droite. Le bonapartisme se présente comme une synthèse entre l'orléanisme et le légitimisme. Quant à l'orléanisme, il se fonde sur un rejet des extrêmes. Ces droites de situation ont occupé progressivement tout le champ politique de la pensée de droite. Alors que, pour faire simple, disons que la droite légitimiste portait une conception de la société qui renvoyait à la vieille civilisation chrétienne, à tout ce qui était les valeurs à la fois de l'aristocratie, mais aussi de la classe ouvrière et du christianisme, le sens de l'honneur, du don, du contre-don, de l'échange, de la gratuité, le holisme, le primat du bien commun sur les intérêts individuels. Tout ce corpus idéologique, eh bien, c'est cette droite légitimiste qui en était le dépositaire. Les deux autres droites ont fini par occuper progressivement, à travers l'histoire, pendant 2 siècles, l'espace politique de la droite, sans être vraiment de droite. Et cette confusion originelle est en train de prendre fin. Car la recomposition du libéralisme dans son unité philosophique qui apparaît maintenant aux yeux d'à peu près tout le monde, de tous ceux qui essayent de réfléchir, fait que on s'aperçoit que ces droites n'étaient que des droites situationnelles, pas des droites originelles. Et d'ailleurs, c'est si vrai qu'on sent bien aujourd'hui, et ça a été toute la fortune du slogan inventé par le Front National, qu'il n'y a aucune différence profonde entre le Parti Socialiste et l'UMP, que tout ça forme un bloc autour le corpus libéral qui est le produit de la pensée des Lumières. Alors sur ce programme commun de la pensée des Lumières, nous allons écouter le programme commun des adversaires des Lumières, puisque nous avons un petit bobino de Radio Courtoisie. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal des débats dirigé ce soir par Charles de Meyer, avec pour thème Patrick Buisson, la revanche de la droite classique, point d'interrogation. Évidemment pour nous en parler, Patrick Buisson qui est l'invité de cette émission, et pour m'assister, Jean Masson et Léon Monin. Nous sommes dans cette première partie, nous sommes focalisés sur la compréhension des ressorts intellectuels et idéologiques
qui préside à l'écriture de votre ouvrage, à votre pensée, Patrick Buisson. Et on ne va pas cacher, dissimuler le fait que les grands médias vous associent aujourd'hui majoritairement à ce qui a été le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et la meilleure manière d'aborder cet aspect des choses me semble être la question d'un de nos auditeurs. Comment avez-vous décidé d'entrer sur la scène politique? Avez-vous pu affronter sa médiocrité? Troisième question, en quoi est-ce que les aléas de la vie politique et la médiocrité que vous avez sentie, je crois, dans une partie des arcanes du pouvoir, peut-elle être présentée, explicitée aux auditeurs de Radio Courtoisie? Écoutez, là, effectivement, on en vient à une question un peu plus personnelle. Moi, je n'ai pas fait mon entrée sur la scène politique. Mon trajet est simple. Je suis un journaliste qui s'intéresse à l'histoire. Je suis un historien de formation. J'ai dirigé un certain nombre de journaux, Minute, à la fin des années 80, puis Valeurs Actuelles. Et puis, je suis devenu producteur-animateur d'émissions politiques sur LCI, la chaîne d'information continue du groupe TF1, à partir de 1997. Après avoir créé une revue d'études de politologie qui s'appelait Politique Opinion, avec les 5 grands instituts de sondage, j'ai développé une expertise sur ces questions d'analyse de l'opinion, mais qui s'appuyait, du moins je le crois, sur une culture politique et une réflexion politique. Donc, si vous voulez, moi, je ne suis pas un politicien. Je ne fais pas de la politique. J'ai développé une activité de conseil politique. Dans le conseil politique, j'y ai vu la possibilité à la fois, dire les choses de façon tout à fait crue, d'avoir de l'influence et de gagner ma vie. J'ai toujours été un journaliste qui a été soucieux de mon indépendance et de ma liberté. Donc, j'ai créé une entreprise il y a maintenant plus de 35 ans qui m'a permis de faire de l'édition, de la communication, du conseil et de ne jamais être tributaire finalement des aléas de l'existence, surtout dans ce métier de journaliste où, vous le savez, quand on professe un certain nombre d'idées, on est toujours sur le fil. Donc j'ai développé cette activité de conseil, y voyant un outil d'influence, parce que j'ai acquis une expertise dans le domaine de l'opinion. À partir du moment où j'ai disposé d'une certaine visibilité sur la chaîne Info, qui à l'époque était la seule chaîne d'information et qui avait une vaste audience et qui fonctionnait un peu comme une AFP audiovisuelle pour l'ensemble des médias, tout le monde regardait LCI, des politiques venus d'horizons un peu divers, puisque ça va de Bayrou à Alain Madelin, en passant par Nicolas Sarkozy, m'ont sollicité pour leur donner des conseils. Ces conseils, évidemment, étaient toujours axés ou hantés vers des objectifs électoraux, puisque les uns les autres souhaitaient concourir à l'élection à la présidence de la République. Donc, je me suis toujours tenu en retrait. Je ne suis pas entré sur la scène politique, et lorsque j'ai exercé les fonctions de conseiller à travers la prestation que j'ai effectuée pour le compte du président de la République, moi, j'étais ni un fonctionnaire ni un élu. Je suis resté toujours quelqu'un d'indépendant, d'autonome. Je tenais à cela parce que l'indépendance et l'influence aussi, c'est la distance. Quand vous êtes l'employé ou le salarié, par exemple du président de la République, votre marge de manœuvre est très faible. Donc j'ai voulu conserver cette position et je suis resté toujours en retrait. Je n'ai pas donné d'interview, à l'exception d'une interview au Monde après le meeting de Villepinte sur le concept de frontières que j'avais poussé pour être au cœur de la campagne de 2012. La campagne de 2007 s'est faite sur l'identité, celle de 2012 sur les frontières. Concept qui m'apparaissait plus surplombant que la notion d'identité, puisque ça permettait de parler à la fois des frontières commerciales, territoriales, donc d'aborder le problème du libre-échange, du protectionnisme, de l'immigration, mais aussi des frontières philosophiques, éthiques, morales, entre partisans de la limite et champions de l'illimité. Bon. Alors, je voudrais, à ce propos, puisque vous me posez une question d'ordre personnel, essayer de dissiper les malentendus ou les griefs qui ont pu m'être faits et qui sont toujours récurrents ou sous-jacents. On me dit, mais Patrick Buisson, vous
vous appartenez à une école de pensée et vous avez dirigé des journaux qui font que vous auriez dû ne pas rallier Nicolas Sarkozy. Voilà. On m'a reproché, par exemple, d'avoir été à l'origine du mauvais score de Jean-Marie Le Pen en 2007. Alors, il s'agit de savoir ce qu'on veut. Quand vous avez la possibilité d'exercer une influence politique, c'est-à-dire une influence sur ce que sera ou ce que peut être l'avenir de votre pays, c'est Nicolas Sarkozy qui est venu me chercher, c'est pas moi qui l'ai démarché en disant, vous savez, monsieur, je donne des conseils et j'ai une expertise à vous vendre. C'est lui qui est venu me chercher en 2005, puisque effectivement on avait eu des discussions dès 2004. Je lui avais annoncé que Chirac ferait un référendum parce que c'est sa dernière carte pour essayer de voir s'il pouvait se représenter et tenter un autre mandat, que ce référendum il le perdrait, qu'au moment où tous les sondages indiquaient un pourcentage majoritaire écrasant en faveur du oui, j'avais annoncé la victoire du non, effectivement avec le score qui a été le score final, soit 55%. Nicolas Sarkozy a voulu que je sois son conseiller pour la campagne de 2007. J'avais donc une possibilité d'agir pour la première fois sur un candidat d'un parti de gouvernement qui se présentait à l'élection présidentielle avec une chance d'être élu. Il aurait fallu, par cette espèce de, je sais pas, j'ai employé le mot de fidélité, mais au mauvais sens du terme, mais il aurait fallu que je refuse cette possibilité de m'emparer d'un levier. Moi, j'ai une fierté, je n'en ai pas deux, mais une. Le prix à payer, en l'occurrence, c'était peut-être un recul apparent à travers la contre-performance de Jean-Marie Le Pen, des thèses de la droite nationale, mais si on regarde les choses toujours dans la perspective du temps long de l'histoire, la seule victoire idéologique, je dis bien la seule, depuis 70 ans, que cette famille d'idées ait pu emporter, c'est bien celle qui s'est produite en 2006-2007. On a parlé de désenclavement, la gauche s'est déchaînée, elle a parlé de libération de la parole, lorsque le candidat de la droite de l'époque, Nicolas Sarkozy, accepte cette transgression majeure qui est de parler de l'identité nationale. Je raconte dans le livre comment tout l'entourage milite pour l'identité républicaine. Non, c'est pas la même chose. La nation, c'est autre chose que la République. La nation, c'est une histoire qui commence bien avant la République. Eh bien, pour la première fois, alors que c'était le non-dit, le tabou absolu du débat politique, cette idée d'identité nationale n'est pas portée par le Front national ou par un parti ou un candidat dit d'extrême droite ou de droite radicale, mais par un candidat de la droite de gouvernement. Je ne connais pas, mais peut-être je me trompe, de victoires politiques ou idéologiques plus importantes remportées par notre famille au sens large que celle-là. Ce désenclavement idéologique, il est fondamental. Tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé depuis, ce qu'on a appelé la droitisation de la société française, naît de cela. C'est-à-dire qu'un candidat d'un parti de gouvernement prenne en compte un aspect programmatique qu'ils ignoraient jusque-là. Et donc, cet enjeu m'a paru un enjeu essentiel qui valait bien tout ce qu'on a pu me reprocher par la suite, c'est-à-dire d'avoir contribué par les conseils que j'ai pu donner à Nicolas Sarkozy à affaiblir la droite de la droite. D'un autre côté, à ce moment-là, Jean-Marie Le Pen décide aussi de faire une campagne que beaucoup ont jugé caricaturale et de mauvaise stratégie. On l'a dit souvent sous l'influence de Marine Le Pen. Souvenez-vous, c'est la campagne avec la beurette et son string, c'est la dalle d'Argenteuil. Oui, bien sûr. Mais au regard, si vous voulez, de ma responsabilité propre, je crois qu'il faut, s'il y a un seul point positif du bilan de Nicolas Sarkozy, c'est bien celui-là. C'est d'avoir, parce que cet homme n'a pas de surmoi, parce que cet homme considère que tous les moyens sont bons. Nous pensons que l'usage de certains moyens corrompt la fin. Mais lui pas.
lui, dans la conquête du pouvoir, c'est effectivement, j'ai dit un trader de la politique, c'est un homme qui fait des allers-retours spéculatifs. Et votre phrase, si vous me permettez de la citer, parce qu'elle me paraît tout à fait croustillante, question d'idée, c'est un polygame, adepte du multipartenariat intellectuel, toujours en quête de nouveaux produits conceptuels plus électoralement performants que ceux auxquels il avait déjà eu recours. Et bien voilà, donc là c'est un logiciel qui lui paraît performant, d'ailleurs les enquêtes d'opinion le montrent. Il adopte l'idée d'identité nationale parce que j'ai précisément un sondage, une étude d'opinion qui montre que cette idée séduit 70% de l'électorat populaire, c'est-à-dire l'électorat cible qu'il vise. Et il considère qu'il l'a trouvé là, et c'est vrai qu'immédiatement on voit frémir les baromètres. Il a trouvé là le levier de son ambition. Mais voilà, c'est un homme qui est intellectuellement construit de telle manière que il est loisible pour lui de changer de stratégie quand on change d'ambition ou qu'on estime que l'intérêt du moment commande une autre stratégie. Voilà, alors il faut lui reconnaître ce mérite-là, c'est qu'il a fait cette transgression majeure, d'accepter l'idée d'un ministère de l'identité nationale. Il n'y a rien eu après, ni contenu, ni politique d'identité nationale pendant 5 ans, mais il a assumé politiquement, au regard de la classe médiatico-politique, donc il a assumé cette transgression majeure, qui a fait que l'idée d'identité nationale, l'idée d'insécurité culturelle, venant doubler l'insécurité sociale, était le problème central de la société française. En tout cas, l'un des 2 ou 3 problèmes centraux. Voilà. Eh bien, effectivement, ces idées ont connu une avancée, un désenclavement qu'elles n'avaient pas connu depuis très longtemps, je disais 70 ans, sans doute, oui. Jean Masson. Mais alors, vous remettez un jeton dans le jukebox en 2012, alors que tout au long du livre, on vous sent, justement, ce que vous venez de dire, on vous sent dit, ça marche pas, c'est vide. Il fait la transgression de l'identité, mais il n'y a rien dedans. Il fait la transgression en parlant du sacré, par exemple au discours du Latran, mais il n'y a rien dedans, il n'y a rien qui suit. Il fait la transgression sur des tas de sujets, mais en fait, ça ne suit pas. Et pourtant, vous, en 2012, vous continuez. On a l'impression que vous le regrettez à la fin, quand vous parlez d'une présidentielle que vous n'avez je ne sais plus quel terme, mais que trop suivi ou que trop accompagné. C'est ce que vous mettez dans votre livre. Oui, alors, à cela, j'ai plusieurs réponses à vous faire. D'abord, sur un plan politique, ensuite sur un plan personnel, puisque là, on est dans des histoires qui concernent des itinéraires humains, donc il faut un peu les comprendre sans faire trop de psychologie pour essayer de se mettre dans la situation. D'abord, moi, j'ai une chance inouïe, et une chance et une malchance aussi, parce que le prix du billet a été très élevé. C'est d'avoir pu confronter ma perception théorique et ma culture politique à l'expérience du pouvoir. Ça n'a pas été donné à beaucoup de personnes. Et dans nos familles politiques, cette famille, disons, de la droite de conviction, de la droite d'idées, de la droite originelle dont je parlais tout à l'heure, très rarement, enfin, depuis le gouvernement du général de Gaulle. La droite légitimiste ? Oui, pas simplement la droite, on peut dire la droite, traditionnaliste, voilà. Je me souviens, par exemple, que Raoul Girardet était au cabinet de Michel Debré en 1958-59. Raoul Girardet, qui était un produit de la nation française, le journal de Pierre Boutan, et qui était un ancien Camelot du Roi. Moi, il m'est donné de faire l'expérience au plus haut niveau à l'Élysée auprès d'un président de la République. C'est une expérience qui ne se refuse pas. D'abord parce qu'on y apprend des tas de choses, parce qu'on se rend compte d'ailleurs l'écart extraordinaire entre cette famille de pensée et l'exercice du pouvoir. Elle n'y est pas du tout préparée. Donc si un jour ce pouvoir lui échoue, je ne sais pas comment elle fera, puisqu'elle n'a pas cette culture du pouvoir, indépendamment du fait de ne pas avoir les relais. Alors, le pouvoir, il y a l'exercice du pouvoir, puis il y a l'administration. Les administrations restent, les pouvoirs passent d'ailleurs. Les administrations le font sentir. Oui, c'est ce qu'est en train de vivre M. Hollande là. Tous les administrations le regardent comme un partant, comme un locataire avec un bail qui va bientôt être révoqué. Et c'est une espèce d'ambiance crépusculaire. On appuie sur les boutons et plus rien ne se passe. Et le pouvoir se délite. Bon, moi je suis associé au pouvoir pendant 5 ans.
j'ai cette chance de vivre cette expérience. Toute cette analyse que je raconte, ces déceptions, cette incapacité à faire tenir Nicolas Sarkozy sur l'essentiel, c'est-à-dire mener une politique avec des choix clairs, assumés politiquement. Bien sûr que je le vis comme une déception profonde. Mais j'ai aussi la certitude qu'il n'y a pas d'autre campagne électorale pour 2012 que celle que je préconise ou que je porte. Donc je me dis, en 2012, même un peu avant d'ailleurs, je reprendrai la main. C'est-à-dire que je pourrais faire passer un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, à mesure qu'on approche de l'échéance électorale, Nicolas Sarkozy consent à envoyer les signaux qui vont dans le sens que je lui indique. C'est, souvenez-vous, le voyage de Don Rémy avec le discours à Jeanne. C'est la première fois depuis, je crois, Poincaré, qu'un président de la République va en Lorraine rendre hommage à Jeanne d'Arc. C'est... Au cours du mandat, il y a eu Élie Denoy de Saint-Marc, la cérémonie que vous décrivez. Au cours du mandat, novembre 2011, c'est-à-dire, voilà, la réalité électorale là commence à poindre, Denoy de Saint-Marc, et puis il y a le discours du Puy-en-Velay sur les racines chrétiennes. Tout ça constitue un tableau impressionniste, évidemment, qui n'est en rien comparable à ce que devrait être le bilan au bout de 4 ans, mais qui me donne à penser que il y aura la possibilité de nouvelles avancées conceptuelles et idéologiques à l'occasion de la campagne de 2012. Et ce thème de frontières, je l'ai dans la tête très tôt, dès 2010. Le thème qui, je le rappelle, est plus large que celui de l'identité et qui me paraît représenter une nouvelle avancée idéologique majeure pour les idées que j'ai portées et que je défends. A-t-on le droit de passer à côté de ça quand on est en situation de... D'ailleurs, jusqu'à janvier 2010, il hésite. Sarkozy, entre la campagne que nous propose Alain Minc, c'est la campagne du modèle allemand, la TVA sociale, voilà, le gouvernement économique de la zone euro, et la politique que je lui propose. Et je suis persuadé qu'il n'y en a pas d'autre pour rattraper son retard sur Hollande que de reprendre en les approfondissant les thèmes de 2007 avec ce handicap, c'est que le crédit politique de Nicolas Sarkozy est fortement entamé. Et donc, quand on est comme ça associé de près au pouvoir, on veut toujours croire. Et je veux dire, ce que j'ai lu sous la plume de Marie-France Garot, de Pierre Juillet ou même de Régis Debray, fait que les conseillers commettent toujours ce péché d'orgueil, c'est de penser qu'ils vont pouvoir infléchir le cours des événements. Puisqu'ils ont eu une fois l'influence, qu'ils l'auront toujours ou suffisamment pour que... sinon changer l'homme, du moins modeler le discours, la stratégie qu'il va porter. Et puis on s'aperçoit qu'on ne change rien ou que les choses à la marge, si j'ai contribué à infléchir le cours de la campagne de 2012 dans le sens que vous connaissez, en mettant en avant ce concept de frontières. Mais ce qui l'emporte, bien entendu, c'est la logique du pouvoir, c'est-à-dire utiliser la parcelle qui vous est concédée, si modeste soit-elle, d'influence, pour pouvoir peser sur le cours des choses. Et comment voulez-vous qu'un homme comme moi renonce à cela à partir du moment où j'ai eu la possibilité de le faire? Sur l'échéance, j'avais les plus grands doutes d'ailleurs. Mais, vous savez, la politique, c'est le domaine du relatif, le domaine du temporel. On n'est pas dans le monde religieux, le choix n'est pas entre le bien et le mal. Le choix est entre des mots relatifs. Le choix était entre Sarkozy, un nouveau mandat, sans sanction électorale à l'issue de ce mandat, je pouvais craindre le pire. Le penchant de Sarkozy, je le raconte, comment je dois batailler sur les questions justement du mariage gay, de la PMA, de la GPA, sous l'influence de sa nouvelle épouse. Il est acquis à tout cela. Il sent bien qu'électoralement, il ne peut pas le défendre, il faut aller contre parce que toute partie de... Alors, pas la bourgeoisie libérale libertaire, pas les bobos, mais la bourgeoisie traditionnelle, celle de Versailles, lui reproche... sur le plan sociétal, d'être parfois fluctuant. Donc il doit faire ses concessions, mais il les fait à contre-cœur, contre ce qu'il pense profondément. Donc je sais bien quels sont les risques d'un nouveau quinquennat de Nicolas Sarkozy. En matière de politique d'immigration, je découvre progressivement les chiffres et la réalité, c'est-à-dire une politique d'immigration
qui finalement, entre les entrées légales et les entrées illégales, fait que le quinquennat de Sarkozy a été le quinquennat le plus immigrationniste, plus de régularisation que sous Jospin, à la fameuse circulaire Chevènement. Sauf que Chevènement, il y avait une circulaire, on en a débattu, ça crée une polémique. Là, ça a été fait au coup par coup, et notamment en utilisant la loi de 2006 qui crée la régularisation pour motif humanitaire. Loi votée sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, sous prétexte qu'on voulait établir des critères clairs et retirer à la justice administrative la possibilité de faire n'importe quoi. Résultat, avec Hortefeux, dans un premier temps, et puis ensuite avec Besson, mais surtout avec Hortefeux, on reprend la politique de régularisation. C'est-à-dire on expulse 30 000, mais on en régularise autant, sinon plus, chaque année. Sans entrer dans des aléas psychologiques qui sont pas le propos, vous avez quand même de 2007 à 2012 le titre d'un chapitre qui est « J'attendais Gramsci ». Alors je sais plus quel est le. Ce fut Kouchner. Vous tentez cet infléchissement sur la stratégie de 2012, et si je ne m'abuse, Nathalie Kosciusko-Morizet fait partie une partie active dans la promotion de la campagne. Oui. Est-ce que, pour qu'on comprenne votre relation au pouvoir et aux équipes de pouvoir à ce moment-là, est-ce que ces gens n'ont en réalité aucune importance sur la stratégie réelle de Nicolas Sarkozy? Est-ce qu'ils vous gênent dans votre travail? Est-ce qu'ils sont là comme représentants de réseaux qui les utilisent comme autant de marionnettes présentes pour rappeler au grand public la présence de leurs idées? On vous prête un certain réalisme dans l'appréciation de l'entourage de Nicolas Sarkozy et des divers ministères qu'il a fait occuper. Quelle est la réalité de vous utilisez cette fameuse citation en prison pour médiocrité à un moment dans l'ouvrage. Oui, c'était une phrase dans Malatesta de Monterland. Je crois que c'est le maître de Santiago. Ah, peut-être le maître de Santiago. Alors, le maître de Santiago. Oui. NKM, le choix de NKM comme porte-parole, fait partie des contradictions de Nicolas Sarkozy qui pense que la politique, ça consiste à aller un coup à droite, un coup à gauche, et que des demi-mesures font des politiques cohérentes. Moi, je lui explique, il me dit, elle est complémentaire parce qu'elle est de gauche et elle touche l'électorat bobo. Moi, je pense que c'est pas complémentaire, je pense que c'est incohérent. Mais ça fait partie, finalement, de leur kriegspiel politicien, parce que ces gens-là, effectivement, n'ont encore une fois aucune vue de surplomb, aucune mise en perspective qui leur permet de bien comprendre les choses. Alors, NKM, comme porte-parole, eh bien, oui, il va faire un certain nombre de, qu'on venait d'appeler, non pas des dérapages, pour elle, c'en est pas, mais de déclarations qui sont autant d'agressions légales de l'électorat frontiste, dont Nicolas Sarkozy a absolument besoin pour être réélu en 2012. Elle va de cette manière-là parasiter, polluer la campagne de Nicolas Sarkozy, la rendre incompréhensible, illisible, inaudible, et sa présence à côté de Carla Bruni va être un marqueur social important. On ne fait pas une campagne au peuple avec deux grandes bourgeoises qui ont l'air de grandes bourgeoises, voilà, et qui sont... je rapporte une phrase que j'entends dans ce qu'on appelle les focus group, les groupes qualitatifs d'un couple d'ouvriers retraités du Pas-de-Calais qui disent Sarko avait promis de nous débarrasser de la racaille, nous a amené la racaille dorée. Et c'est ça que ressent cet électorat populaire à travers, je veux dire, c'est la sémiologie, la politique, c'est l'art de gouverner les symboles. Quand vous mettez effectivement en avant des gens qui représentent des épouvantails pour l'électorat populaire, il ne faut pas s'étonner que l'électorat populaire soit méfiant. Alors, il avait en 2012, cet électorat populaire, été déçu par Nicolas Sarkozy, mais déçu par le président, il pouvait encore être séduit par le candidat, malgré le discrédit politique qui le frappait. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy n'échoue que de 1 100 000 voix. Et alors, évidemment, les choses ne se passent pas tout à fait comme ça, mais on est obligé d'intégrer l'idée que 1 100 000 voix, ça représente à peu près le corps électoral de la France musulmane, qui a voté massivement pour François Hollande. C'est donc cette France musulmane qui a été l'arbitre de l'élection de 2012. C'était la stratégie d'ailleurs théorisée par Terra Nova, le think tank
proche du Parti socialiste, sur le modèle de la coalition démocrate américaine qui a fait élire Obama, la coalition des minorités, les urbains, les femmes, les CSP+, les diplômés, les minorités ethniques. Et ça fait partie d'ailleurs, mais ça sera une discussion qu'on pourra avoir, de ce qu'est aujourd'hui ce qu'on appelle la post-démocratie. C'est-à-dire que, alors, l'élection présidentielle est la seule élection où l'électorat populaire va voter. Mais pour le reste, on s'aperçoit que la pratique que nous avons de la démocratie, en tout cas que les élites, l'oligarchie à la démocratie, vérifie tout à fait la phrase de Valéry, l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. C'est-à-dire que nous avons un système électoral pour les élections intermédiaires qui, en fait, aboutit purement et simplement à un rétablissement du suffrage censitaire. Il ne faut pas s'étonner, d'ailleurs, d'entendre à propos, par exemple, du Brexit, qui est né du référendum en Grande-Bretagne qui est intervenu l'été dernier, ces oligarques théorisaient l'idée que, après tout, tous les votes ne se valent pas. On a même entendu certains dire parce que les jeunes ont voté pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, il faudrait donner 2 voix aux jeunes. Voilà. En fait, notre République ne s'est jamais souciée d'accomplir la volonté générale. Elle s'est toujours préoccupée d'en restreindre l'expression, en procédant à des exclusions successives. Dois-je rappeler ce qu'était effectivement le suffrage censitaire qui est établi dès la Constitution de l'an 3, la Constitution du Directoire en 1795. C'est pas le peuple qui fait la Révolution française, c'est la bourgeoisie. Puis les pressions d'exclusion vont continuer de toucher les ouvriers, le monde du travail, la paysannerie, ce que l'historien Louis Chevalier appelait les classes laborieuses, classes dangereuses, qui sont maintenues en dehors de l'expression de la dite démocratie. Thiers parlait lui aussi de ville populace à propos de ce que sera dû être le suffrage universel. Puis l'exclusion des femmes aussi, supposée à l'époque être aliénées par les croyances religieuses. En gros, la pratique du catholicisme, la République radicale exclut les femmes du vote jusqu'en 1944, alors que toutes les monarchies européennes vont progressivement accorder le droit de vote aux femmes. Eh bien aujourd'hui, c'est la même chose. Les scrutins intermédiaires, du fait même de leur modalité, fait que on assiste depuis 30 ans à une abstention croissante et à une montée du vote protestataire, c'est-à-dire le vote Front National. Bon. L'abstention, ça signifie que les gens ne veulent pas voter parce qu'ils pensent que leurs idées ne sont pas représentées, forme d'élus, la plupart du temps. Le vote protestataire, on sait quelles sont les 2 composantes de cette revendication. Il y a la composante du peuple ethnos, c'est-à-dire le vote identitaire. Dans le Front National, le vote identitaire est très fort, mais il y a aussi un vote protestataire qui est une demande de démocratie, de vraie démocratie. Taguieff parle d'hyper-démocratisme à propos du populisme. C'est vrai qu'il y a de ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tous les mouvements populistes se fondent sur cette demande de démocratie et de démocratie directe, parce qu'ils se rendent compte que notre post-démocratie, c'est une forme procédurale de légitimation qui en fait de la majorité un concept politique et pas une réalité arithmétique. Et vous regardez d'ailleurs aujourd'hui l'Assemblée nationale, la majorité socialiste représente 16% des inscrits. Et encore, je ne compte pas les 3,5 millions de non-inscrits sur la liste électorale. 16%. En 2012, les 2 partis de gouvernement font 32% des inscrits. Les socialistes, donc un peu plus de la moitié. Donc les lois sont votées en France par les majorités parlementaires qui représentent 1 électeur sur 6. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'est amplifié. Il n'est pas nouveau, avant-guerre, déjà, à l'époque du Front populaire en 1936. Un ancien président du Conseil, un homme plutôt de droite, mais de droite modérée, écrit un livre qui s'appelle « La Révolution à refaire, le souverain captif », où il décrit ce processus en disant finalement que la Révolution, dès le discours de la BCIS, pose le principe de la suprématie de la souveraineté nationale, entendu la souveraineté parlementaire, sur la souveraineté populaire. Et que par la suite, tous les modes de scrutin vont être des formes procédurales de légitimation, mais qui se soucie de manipuler le corps électoral et d'exclure des catégories d'électeurs. Et Tardieu, lorsqu'il écrit ce livre,
invente un concept qui aujourd'hui s'applique parfaitement à la situation. Il dit, en fait, il n'y a pas de majorité en France, compte tenu du mode de scrutin. Il y a le despotisme d'une minorité légale. Nous vivons sous le despotisme d'une minorité légale. L'Assemblée qui vote les lois représente un Français sur 6. Et supposez demain que la poussée du Front National en 2017 multiplie les triangulaires, les députés représenteront un électeur sur 10 dans leur circonscription. Quel est le socle de légitimité de ce pouvoir-là? Il n'en a aucun. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il est de plus en plus vite contesté et remis en cause, à peine élu, à peine sorti des urnes. Et l'oligarchie au pouvoir, les élites, évidemment, a tout intérêt à maintenir ce système, puisqu'au fond, ce n'est qu'une procédure pour créer un consentement factice. Mais les Français, ou le peuple, sent bien que la légitimité de ces pouvoirs-là est une légitimité qui repose sur du vide. Donc, vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Nos élus, nos élites ont peur du peuple? Bien sûr qu'elles ont peur du peuple. C'est la raison pour laquelle elles manipulent le corps électoral, qu'elles font des lois électorales qui, effectivement, aboutissent à une exclusion de la représentation du peuple des instances dirigeantes. Et quand je dis suffrage censitaire, je parle d'une réalité. Dans les scrutins intermédiaires, c'est-à-dire hormis l'élection présidentielle, la seule élection où la France populaire va voter, 80-85% de participation, c'est la seule. Tous les autres scrutins intermédiaires se déroulent selon un schéma invariable. C'est que ce sont les inclus qui font l'élection et se trouvent surreprésentés. L'électorat populaire, ce qu'il est convenu d'appeler, ce que lui appelle la France périphérique, ne va pas voter, ou très peu dans ces élections. Ne votent que les CSP+, les classes moyennes supérieures, les urbains, les fonctionnaires, et encore pas tous ceux de la catégorie A. Alors tantôt, selon que la droite ou la gauche est au pouvoir, eh bien ça donne des majorités à droite ou à gauche, mais la réalité, regardez par exemple le vote des seniors, des retraités. Les seniors les plus de 60 ans représentent 22% de la population, selon les chiffres de l'INSEE. Le jour du vote, comme ils sont éminemment participatifs, très civiques, ils vont plus voter que les autres. Ils représentent entre 35 et 40% des votants, des suffrages exprimés. C'est eux qui font l'élection. Et il est d'autant plus remarquable de voir, c'est ma génération, que c'est la génération 68 qui continue ainsi de faire perpétuer leurs privilèges. J'emploie une formule, je dis l'écosystème s'appuie sur un écosystème. Oui, l'écosystème, c'est celui qui consiste à faire un transfert des ressources publiques, notamment pour financer le régime des retraites et le régime de santé, au bénéfice de ma classe d'âge, celle des baby-boomers, celle de 68, qui est aujourd'hui à la retraite. Et comme ils représentent le jour de l'élection entre 35 et 40% du corps électoral, des suffragés exprimés, eh bien, ils verrouillent le système depuis 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Et c'est un suffrage censitaire doublé d'une gérontocratie. Et c'est d'ailleurs la catégorie sociologique dans laquelle le Front National fait des moins bons résultats. Il nous reste peu de temps, donc je vais essayer de faire des questions plus rapides. Vous appelez vous dénommez Nicolas Sarkozy à plusieurs reprises dans votre ouvrage le mari de Carla Bruni. Est-ce que pour vous, ce que vous appelez la privatisation du pouvoir et la puissance qu'a exercée Carla Bruni est révélatrice de quelque chose d'autre que leur simple histoire de couple qui finalement nous intéresse que peu, mais d'une évolution de la fonction et de la capacité à exercer la fonction de monarque républicain? Je veux dire, les femmes, épouses ou maîtresses ont toujours une forme d'influence. Le problème, c'est qu'il y avait quand même, chez celui qui exerçait le pouvoir, le souci de sa responsabilité, c'est-à-dire de ce qu'il devait à la collectivité. Or, Nicolas Sarkozy comme François Hollande ont revendiqué à la fois une logique d'abaissement de la fonction par, si vous voulez, le transfert au sommet de l'État de ce processus d'individuation qui correspond à ce que j'appelle la grande révolution anthropologique là de 68. C'est-à-dire, encore une fois, on fait passer l'homme avant la fonction, l'homme avec toute sa dimension, y compris sa dimension privée. Et la place justement des femmes dans ces 2 derniers quinquennats, des épouses, je veux dire, femmes, ou des maîtresses,
n'aurait pas été gênante si elle ne s'était pas accompagnée précisément d'une totale absence. En France, le pouvoir s'exerce par incarnation, pas par délégation. Nous sommes un pays de tradition chrétienne, c'est comme ça. D'un brouillage total, des codes et de ce qui devrait ou de ce qui aurait dû inspirer l'action des deux présidents, c'est-à-dire le service du bien commun. Or, ils étaient tous les deux dans la toute-puissance et la toute-jouissance du pouvoir. Et leurs aventures féminines, qui interviennent en cours de quinquennat, montrent bien qu'on est dans une course personnelle, où le bien commun, la sphère publique, s'efface derrière les problèmes privés, les problèmes d'intendance domestique, voilà. Il y a quelques scènes extraordinaires à lire dans La cause du peuple, notamment des irruptions, soit dans la conversation, soit dans les salons de Carla Bruni, qui sont délicieusement racontées. Une autre question, je suis désolé, c'est une salve qui perd du coup de sa cohérence. Au tout début de l'ouvrage, vous écrivez toujours, j'avais contesté à la gauche le droit qu'elle s'arrogeait de définir les termes de la légitimité, de fixer les limites du pensable et de l'impensable, du dissible et de l'indicible, de m'être approché d'un coup de l'Élysée n'y change rien. Elle voulait faire que vous soyez approché de l'Élysée, n'y change rien. Pour vous, est-ce que cela révèle cette volonté de la gauche de préserver son écosystème est toujours en œuvre? Est-ce qu'il est un peu morcelé? Est-ce que la fêlure qu'a imposée Nicolas Sarkozy, notamment à travers l'identité nationale, peut porter du fruit? Pour qu'elle porte des fruits, il aurait fallu une continuité, un contenu à cette politique. Et malheureusement, il n'y en a pas eu. Sur le fait que moi, j'ai été associé au pouvoir avec l'état d'esprit que je décris, et je crois que c'est ça qu'on me fait payer, et qu'on me fait payer chèrement, c'est d'avoir porté ou redonné au sommet de l'État un état civil à des idées qui n'avaient plus cours, qui n'en avaient plus. C'était absolument inconcevable que quelqu'un comme moi exerce cette influence et puisse, sur la stratégie de la droite dite de gouvernement, impulser ces changements, même s'ils n'ont pas été suivis ou mis en œuvre par une politique cohérente dans les années qui ont suivi. C'était pour la gauche, et ça reste pour la gauche, une transgression majeure. Et par exemple, je fais bouger les lignes sur la stratégie de la droite en ce qui concerne le Front National. On passe du Front Républicain au Nini. Nini aujourd'hui qui abandonne tout le monde, de Juppé à Sarkozy. Alors évidemment, comme c'était la formule et le schéma qui permettait à la gauche de perdurer en exploitant la faiblesse stratégique du camp d'en face, c'est-à-dire en fond la droite faisait la stratégie qui permettait de conforter la gauche ou de lui rendre le pouvoir quand elle l'avait perdu. Souvenez-vous, la dissolution de 98 et les triangulaires qui permettent de faire sortir une majorité de gauche de cette élection. Bien évidemment que j'étais quelqu'un à la fois d'indésirable et d'éminemment dangereux pour les uns et pour les autres, c'est-à-dire pour les lâchetés habituelles de la droite avec lesquelles elle a été contrainte de rompre ne serait-ce que quelques années, et pour la gauche parce que la gauche n'exerçait plus cette hégémonie culturelle qui faisait que la droite était toujours dans un état de soumission intellectuelle et stratégique à l'égard du camp d'en face. Alors, en conclusion de votre livre, vous appelez de vos voeux une réforme intellectuelle et morale qui finira par surgir du fond de notre désarroi. Vous y croyez, vous, à cette réforme intellectuelle et morale ? Après avoir vu le pouvoir à être au cœur du pouvoir comme... Ben oui, je veux dire, c'est une question d'instinct de survie. Je veux dire, où le peuple français se reconstitue comme peuple et prend conscience de ce qu'il est dans l'histoire, c'est-à-dire de tout ce qui lui permet de faire une communauté politique, où il disparaît. Nous sommes aujourd'hui totalement démunis face au retour du fait religieux que nous ne comprenons pas. La droite, parce qu'elle persiste dans une politique néocoloniale en achetant ou en formant les soi-disant élites musulmanes. La gauche, parce qu'elle est totalement étrangère aux faits religieux. S'il n'y a pas ce sursaut salvateur, la société française explosera. Alors, les raisons d'espérer, elles sont dans la réaffirmation du sentiment national. Je crois que
l'histoire qui nous apprenait ou qui prétendait nous apprendre que la croisade des démocraties avait vaincu les totalitarismes est aujourd'hui remis en cause. Tout le monde sait bien que ce sont les nations qui ont vaincu les totalitarismes. C'est pas la croisade des démocraties, c'est la nation russe à laquelle a fait appel Staline, y compris d'ailleurs en mobilisant le patriarcat orthodoxe. C'est la nation anglaise, c'est la nation américaine, c'est même pour partie la nation française. Je termine toujours par la phrase d'Hölderlin qui me paraît être le meilleur programme politique, et en tout cas la meilleure leçon d'espérance qu'on peut tirer de tous ces événements. Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Et c'est sur ces dernières paroles que l'ensemble des auditeurs de Radio Courtoisie et moi-même vous remercions, Patrick Bichon, de nous avoir accordé ce libre journal des débats. Il me reste le temps de remercier Jean et Léon, ainsi que la technique, l'ensemble des personnes qui ont contribué à cette émission. Dans une semaine, nous aurons un débat de politique d'actualité, et dans 15 jours, nous aurons Jean Sévilla et Camille Pascal autour de l'identité de la France est-elle chrétienne. Merci à tous.